Il y a aussi la volonté de reconstituer une sainte alliance de tous les pays occidentaux qui commençaient à se déliter avec les outrances à Gaza. La pression de l'opinion publique, la pression des sociétés européennes, des sociétés occidentales pour dénoncer les exactions israéliennes à Gaza ont obligé un grand nombre de gouvernements européens à se désolidariser d'Israël sur le dossier gazaoui. Donc Bertrand Badi, vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Vous avez sorti un livre qui s'appelle L'art de la paix, en opposition à l'art de la guerre de Sun Tzu. Et celui-ci explique qu'il faut construire la paix par la diplomatie, par l'éducation dans nos sociétés et par des échanges qu'on va avoir aujourd'hui avec Vadim Kamenka. Bonjour. Vadim, tu es journaliste, chef de service de la rubrique Monde. Tout à fait. On va commencer aujourd'hui avec vous, Bertrand Badi. On a souhaité vous inviter parce que cela fait près d'une semaine qu'un conflit vient d'éclater car Israël a bombardé l'Iran. Déjà, première question, comment vous réagissez à ces attaques ? La première question que je me suis posée, c'est quel est l'objectif, quel est le but? Il y a un but officiel, déclaré, qui est démanteler le programme nucléaire iranien. Il y a un but progressivement avoué, parallèlement, c'est celui d'abattre le régime iranien. Et il y a probablement d'autres buts. Il suffit pour cela de regarder la tragique chronique des frappes, les cibles qui sont atteintes. Alors, il y a les cibles nucléaires, mais en fait, celles-ci sont minoritaires. Il y a des cibles militaires personnalisées, puisque à peu près tous les chefs de l'armée iranienne ont été tués. Il y a aussi des bâtiments militaires. Il y a des institutions politiques. Le Parlement, par exemple, a été frappé. Il y a, de façon encore plus préoccupante, des infrastructures et des installations économiques. Je pense en particulier aux dépôts de carburant, si nécessaire à une population à laquelle on demande de fuir par tous les moyens. Et d'une façon générale, ce qui distingue cette attaque de celle qui a eu lieu, par exemple, en octobre dernier, toujours sur l'Iran, il y a beaucoup de victimes civiles. Officiellement, on nous parle de 220 victimes en Iran. Moi, je pense que c'est beaucoup plus, et ce n'est pas moi qui le pense, c'est les informations qui me reviennent d'Iran. Tout ceci pour dire que démanteler le programme nucléaire et même abattre le régime n'épuise pas les objectifs, qu'il y a aussi ce que j'appelle la stratégie du chaos. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du chaos? Ça consiste à démanteler le voisin, le démanteler non pas seulement sur le plan militaire, ni même politico-institutionnel, mais sur le plan social, de manière à l'affaiblir, de manière à le désespérer et de manière à pouvoir reconstruire la puissance et, je dirais, ce déséquilibre entre la puissance d'Israël et le chaos de l'environnement. Cette dialectique de la puissance et du chaos, c'est un des paramètres des nouveaux conflits internationaux. Il y a beaucoup de parallèles possibles avec le conflit ukrainien, c'est-à-dire la manière dont l'armée russe s'attaque périodiquement aux infrastructures, terrorise la population, crée une situation de désorganisation et de désordre. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que les guerres modernes, elles sont de plus en plus socialisées. C'est-à-dire, ce n'est plus un jeu de soldats de plomb entre deux armées qui se font face, c'est faire plier la société d'en face. Et pour faire plier la société d'en face, il faut lui faire mal. Et c'est ça qui me préoccupe le plus, peut-être qui est le plus dangereux. Et cette stratégie que je décrivais comme étant la dialectique de la puissance et du chaos, c'est bien ce que recherche Benjamin Netanyahou
renforcer sa puissance. Il n'y a que la puissance pour assurer la sécurité d'Israël dans son esprit. Quand la puissance ne fonctionne pas, eh ben on met un peu plus de puissance. Et surtout, on fait en sorte qu'en face, eh bien, le chaos soit tel que rien ne résiste plus à la puissance ainsi réaffirmée. La stratégie du chaos, Israël l'a employée en direction de la Palestine et continue à le faire, en direction du Liban, en direction de la Syrie et maintenant en direction de l'Iran. Alors, le tableau est évidemment peu réjouissant et surtout, mais ça on va en reparler, annonciateur de beaucoup de dangers qui me paraissent bien supérieurs à ce qui est décrit comme l'effet positif que serait le démantèlement très peu probable du programme nucléaire iranien et la chute d'un régime dont je ne sais pas si elle est probable ou pas, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'elle risque hautement de donner naissance à un chaos total du style Libye 2011, et Libye 2011, ça dure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire c'est 14 ans de guerre civile épouvantable. Vadim, je te laisse réagir si tu veux. Ouais, non, je partage totalement l'analyse de Bertrand Badi et j'avoue que cette stratégie du chaos est peut-être ce qui est le plus inquiétant pour la région. Il l'a expliqué, en fait, c'est un long processus qui a été mis en place. On a quand même des exemples par le passé, il y a l'Irak, la Libye et d'autres, quand même depuis plus de 20 ans maintenant. On sait que chaque intervention étrangère dans un pays amène des complications. Ça peut amener des changements de régime et vers lequel, aujourd'hui en Irak, on n'en sait rien. Encore une fois, c'est quand même un chaos systématique. En Libye, encore pire. Et on voit que ces interventions n'amènent rarement la paix, rarement la démocratie. En tout cas, ça peut amener davantage de démocratie, mais au final, il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Et surtout, mais ça, on en reviendra plus tard, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est sur quand même les cibles qui sont visées, c'est-à-dire les installations nucléaires. On fait comme si c'était normal de viser des installations nucléaires, quand en même temps, en parallèle, il y a le conflit en Ukraine. Et heureusement, la communauté internationale, l'AIEA a fait son rôle en alertant et en disant et en déclarant qu'il était impossible et interdit d'ailleurs de viser des installations nucléaires. Aujourd'hui, pas mal de dirigeants acceptent cette donnée-là et je trouve que c'est inquiétant pour la suite. C'est-à-dire que, comme par exemple la guerre préventive, mais pareil, on y reviendra plus tard, ce sont des concepts et des conséquences pour les années à venir. C'est-à-dire que d'autres pays pourront justifier des mêmes interventions, des mêmes crimes, puisque aujourd'hui, aucun ne respecte le droit international. Et je trouve que c'est un des nœuds, en tout cas, qui est en train de se jouer aujourd'hui. Bertrand Badi, à quoi vise cette attaque d'Israël sur Iran? Quel est le but de l'ouverture de ces hostilités? Je crois que j'ai fait le point là-dessus dans ma précédente réponse, c'est-à-dire que le but explicite, ça a d'abord été le démantèlement des installations nucléaires iraniennes, ce qui est un faux but parce que tout le monde s'accorde, y compris l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a considéré qu'on n'y parviendra pas par cette méthode, que si on veut la mener jusqu'au bout, on ne peut pas le faire sans les États-Unis, donc c'est préempter l'intervention américaine, on en parlera peut-être tout à l'heure. Puis apparaît l'idée de faire tomber le régime qui est explicite. Et là, on retrouve un vieux discours néoconservateur qui n'existait plus. C'est-à-dire, on utilise la force non pas pour construire la puissance, ça c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, mais on utilise la force pour accomplir des valeurs. Ça, c'était le grand discours néoconservateur au tournant du siècle qui a conduit à l'intervention en Afghanistan et surtout en Irak, qui revient. Et c'est pour cela qu'il y a division dans le camp trumpien, parce que comme Vadim l'a très bien dit, il y a dans le camp trumpien ceux qui restent nostalgiques du néoconservatisme, qui sont quand même minoritaires, et il y a ceux qui appartiennent à ce courant libertarien
qui s'est peu à peu constitué aux États-Unis et qui consiste à dire ce ne sont pas les valeurs qui comptent, c'est la réalisation immédiate de ce que l'on entend faire, c'est-à-dire America First, c'est-à-dire servir nos intérêts, et ceux-là sont évidemment beaucoup plus circonspects. Et puis, derrière ces deux buts avoués, il y a des buts inavoués, et on en a parlé, Vadim et moi, il y a un instant, cette stratégie du chaos qui me paraît être au centre de la stratégie israélienne, mais il y a d'autres buts, je dirais la volonté de Netanyahou, il s'en est à peine caché, de faire échouer les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire, des négociations qui, malgré tout, avaient de très bonnes chances d'aboutir. Hein. C'est un des points peut-être les plus dramatiques de cette action. Oui, c'était plutôt ça. C'était plutôt ça, c'était par rapport au timing, en fait, où on s'interroge. Oui, et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté de reconstituer une sainte alliance de tous les pays occidentaux qui commençaient à se déliter avec les outrances à Gaza. La pression de l'opinion publique, la pression des sociétés européennes, des sociétés occidentales pour dénoncer les exactions israéliennes à Gaza ont obligé un grand nombre de gouvernements européens à se désolidariser d'Israël sur le dossier gazaoui. Et remettre le dossier iranien en avant, c'est une façon de reconstituer l'union sacrée, et y est parvenu, puisque dans la minute qui a suivi, Emmanuel Macron, par exemple, a parlé d'un soutien inconditionnel à Israël, et ça a été le cas d'à peu près tous les dirigeants. Merz, le nouveau chancelier allemand, a même fait de la surenchère en ce sens. Il n'y a que quelques voix dissonantes dans le bloc occidental dont il faut quand même tenir compte. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, les mêmes pays qui avaient été le plus à la pointe de la dénonciation de l'attitude israélienne à Gaza, et de façon intéressante aussi, de discrètes critiques venant du Japon. Alors le Japon, c'est peut-être pas l'Occident, c'est une forme d'extrême Occident, hein, géographiquement, et la Nouvelle-Zélande. Bon, des petites failles, hein, des petites fissures dans le bloc occidental. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est que face à un bloc occidental reconstitué, qui considère Israël comme la pointe avancée de sa propre civilisation au Moyen-Orient, et ça, c'est un calcul stratégique très dangereux, donc, sur lequel on reviendra peut-être, eh bien, se reconstitue pour dénoncer cette attaque la quasi-totalité des États du Sud global. Et ça, c'est une surprise, parce que on dit toujours le Sud global, il est très divisé, il n'y a rien de commun entre les pays qui le constituent. Ben là, la dénonciation était commune. Et même des pays du Sud global très proches d'Israël, comme par exemple l'Inde de Narendra Modi, a discrètement, mais quand même condamné le recours à la force. Donc, il y a une unité qui se reconstitue dans le camp occidental et dans le sud global, ce qui est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que si cet épisode tragique est en train de consolider une opposition frontale entre le nord et le sud, la Russie d'ailleurs cherchant assez habilement sa place dans cette étrange confrontation, là on va vers la catastrophe. Nos pays européens, la France, ne s'en sortiront qu'en renforçant ses partenariats avec le Sud global. Là, la manière dont a réagi le président de la République, c'est de dire il y a deux mondes. Il y a le monde de la civilisation, qu'il a présenté comme menacé même par le programme nucléaire iranien. Ce qui quand même est très intéressant et important à méditer. Et puis le reste du monde qui, plus que jamais, trouve qu'il y a du deux poids, deux mesures. Parce que pourquoi accepter une guerre préventive venant d'Israël alors qu'on la refuse ou qu'on la refuserait venant de n'importe quelle puissance du Sud? Vadim, tu es d'accord ? Et puis, il y a peut-être un dernier élément qui explique la décision de Netanyahou, c'est que Netanyahou n'a pas du tout aimé, mais pas du tout, la visite de Trump dans le Golfe.
où il a tissé des liens avec la plupart des royaumes, enfin la totalité d'ailleurs, des royaumes du Golfe, de l'Arabie saoudite jusqu'à l'ensemble des Émirats, un peu au nez et à la barbe de Netanyahou. Et un peu sur le dos même d'Israël. Il l'a montré symboliquement en n'allant pas en Israël, alors que d'habitude, quand un président des États-Unis va au Moyen-Orient, il fait une escale à Israël. Ça a agacé M. Netanyahou. Et puis enfin, toute dernière raison, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, des raisons de politique intérieure. Rien de tel aussi pour faire l'union sacrée au moment où son gouvernement a failli être renversé à la Knesset, rien de tel pour reconstituer le consensus israélien que de montrer du doigt le danger et l'ennemi iranien. Et il fait des scores absolument incroyables dans la population israélienne qui appuie et se félicite de telles frappes. Vadim, tu es d'accord? Tu trouves que cet effet de resserrer les rangs et de détourner l'opinion publique de Gaza, ça marche? Ça fonctionne, on le voit de toute façon déjà médiatiquement, forcément. Nous, on essaie de maintenir, on peut continuer à publier des papiers, mais c'est vrai que Gaza, du coup, se retrouve quand même effacé de la sphère médiatique et de la sphère politique. Donc ça fonctionne. Il y avait quand même aussi toute la démarche, puisque Bertrand Badi l'a dit, sur la pression quand même des opinions publiques occidentales qui se fait quand même, qui s'était accélérée ces derniers mois. Une initiative a été lancée enfin par la France, qui devait aboutir à l'ONU, peut-être vers une reconnaissance de l'État de Palestine, une conférence qui était menée conjointement avec l'Arabie Saoudite. Donc pareil, il y avait d'autres États qui auraient pu aussi rejoindre le camp français, et surtout, il y avait des pressions qui se succédaient sur des sanctions à l'égard de Netanyahou. On sait que même s'il y avait peu de chances qu'elles aboutissent au niveau européen, puisqu'il faut la majorité absolue pour rompre des accords d'association économique, mais la question était ouvertement posée, donc c'était quand même une première. On voit que, mine de rien, des choses allaient dans le sens de sanctions, en tout cas de gestes forts de la part de plusieurs pays occidentaux. Donc c'est en effet, ça efface tout ce combat-là, et du coup Gaza, les crimes se poursuivent. La reconnaissance de la Palestine. La reconnaissance de la Palestine a été encore une fois repoussée par la France, et c'est vrai qu'on efface ce conflit-là, mais d'ailleurs un d'autres, parce qu'on parle moins aussi de l'Ukraine, donc ça veut dire que la Russie qui essaie de jouer son rôle de médiateur entre Iran, Israël, États-Unis et d'autres pays de la région réussi aussi là aussi, puisque même Trump est parti du G7 sans rencontrer Zelensky, qui misait quand même sur de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, une nouvelle aide militaire. Au final, il n'a rien obtenu. Donc on voit que là aussi, ça permet d'effacer un certain nombre de choses au niveau de la scène internationale. Et en effet, l'un des points, c'est quand même de remobiliser le camp de Netanyahou en Israël, puisque s'il y avait, mine de rien, les crimes commis à Gaza et avait un impact sur la société israélienne, on voyait quand même de plus en plus de protestations, alors vis-à-vis des otages, vis-à-vis aussi de la politique de Netanyahou, puisque mine de rien, elle coûte cher, il y a de l'inflation sur place, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus, et donc la population israélienne aussi commençait à remettre en cause la stratégie de Netanyahou dans la région, et ça agaçait, on va dire, qu'il n'y ait aucune avancée au niveau du programme national. Bertrand Badi, je vais vous poser une question impossible. Qu'est-ce que va faire Trump? Ça, vous avez raison de dire que c'est impossible. L'homme est structurellement imprévisible, vous savez, pour une raison très simple. C'est qu'on s'acharne, et moi je l'ai fait dans mon travail de recherche depuis plusieurs mois, à trouver la trame d'une vision des relations internationales chez Trump, de concevoir une diplomatie trumpienne. Ça n'est pas possible. L'homme n'a pas de théorie. Si vous preniez George W. Bush, par exemple, c'était un néoconservateur, je l'ai dit tout à l'heure, et on voit à quoi ça expose d'être un néoconservateur. Si on prend Barack Obama, on voit un certain nombre d'éléments doctrinaux, comme par exemple l'idée de leadership from behind, de smart power, etc. Même avec Biden, on retrouve quelques éléments familiers de la théorie internationale du Parti démocrate, un certain
messianisme, un privilège donné à l'économie, etc. Mais avec Trump, il n'y a pas de principe. Donc, il n'y a pas de postulat auquel il adhère et qui permettent de prévoir mécaniquement ce qu'il va faire. Est-ce que c'est l'humeur simplement qui va en décider? Oui, en partie, et c'est ça qui est terrible de le penser, mais en relations internationales, ça arrive souvent, l'humeur du leader comme déterminant. Et puis, je dirais que on dit à tort que Trump est un homme d'affaires. C'est pas ça. Trump, il a une double caractéristique. Et c'est peut-être en partant de là qu'on arrive à faire, non pas de la prévision, mais de construire des scénarios. D'une part, c'est un homme qui est populiste par essence, c'est-à-dire qui a l'art de trouver les mots qu'il faut pour plaire à sa base, c'est-à-dire dire et faire ce que les gens ont envie d'entendre ou ont envie d'observer. C'est comme ça qu'il a gagné les élections, en disant ce que les gens avaient envie d'entendre. Et la deuxième caractéristique de cet homme, très marquée par ce libertarianisme, c'est rétablir la puissance des États-Unis, make America great again, mais la puissance pour la puissance et non au service de quoi que ce soit. Et c'est là que les choses sont difficiles, parce que quand vous êtes au service de quelqu'un ou de quelque chose, vous pouvez deviner ce que vous voulez faire. Lui se veut au service de personne, sauf le rétablissement d'une puissance perdue. Et à mon avis, il est en train de regarder deux choses. Comment réagira l'opinion publique américaine face à une initiative de sa part? Et d'autre part, est-ce qu'une intervention américaine contribuera à making America great again? Alors, le premier point est plutôt encourageant, parce que les sondages qui sont faits aux États-Unis montrent très nettement un refus d'implication dans la majorité de l'opinion américaine dans cette guerre. Et même une majorité, je crois que c'est 55%, des électeurs républicains désapprouveraient une intervention militaire. Donc là, l'homme est prudent. Sur le deuxième point, il a un avantage sur Netanyahou. Et c'est ça qui me fait peur. C'est qu'il peut dire à tout moment à Netanyahou, mon petit ami, vous avez fait comme si je n'existais pas, vous m'avez presque humilié en décidant d'une opération alors que j'étais en pleine négociation avec les Iraniens, mais vous ne pouvez pas aller au bout de votre projet sans moi, parce que il n'y a que la fameuse bombe pénétrante, vous savez, cette bombe de 14 tonnes qui permettrait d'atteindre le programme nucléaire iranien dans sa profondeur, au sens propre comme au sens figuré, celui qui est enfoui à des centaines de mètres, certains disent même 1 kilomètre sous terre, à Fordo et à Natanz notamment. Et là, on voit bien que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de reconstituer la puissance pour la puissance, que j'appelle la puissance nue, peut passer par une opération militaire qu'il risque de juger rémunératrice pour son projet. Mais, et vous voyez que tout ça est compliqué, il y a quand même une troisième figure, qui est la, et vous l'avez dit tout à l'heure, la malédiction des présidents républicains. La malédiction des présidents républicains, c'est quoi? C'est depuis finalement pratiquement 1945, tout président des républicains des États-Unis est englué dans des guerres auxquelles il ne parvient pas de mettre un terme. Nixon, la guerre du Vietnam, Ford, la débâcle en sortant de la guerre du Vietnam, ensuite le premier Trump,
celui du premier mandat avec la guerre d'Afghanistan. Et donc, je ne crois pas qu'il ait envie de se retrouver dans ce jeu-là. Il sait quand même qu'une intervention militaire américaine en Iran, on sait quand ça peut commencer, on ne sait pas comment, ni comment, ni quand ça peut finir. Il y a la question, Vadim, Bertrand m'a dit, vous n'alliez pas forcément dans ce sens-là, mais qu'il aime faire des deals, qu'il aime aller au plus offrant et qu'il aime aussi négocier à la force, comme il a pu faire en Ukraine et avec des minéraux rares. Des minéraux rares, oui. Voilà. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé pour acheter la paix de Trump, entre guillemets? Je pense que c'est peut-être le seul lien à chaque fois un peu sur sa diplomatie, c'est qu'il aime trouver des accords de manière bilatérale, c'est-à-dire soit en effet avec Zelensky, alors il lui tord largement le bras, parce que de toute façon Zelensky n'a pas d'autre choix que d'accepter, puisque l'Ukraine reçoit quand même de l'aide militaire constante de la part des États-Unis, même s'il y a une aide européenne, mais quand même de moindre importance, sur pas mal d'autres dossiers. Enfin, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il force. Sur les droits de douane et sur la guerre commerciale, il est capable en effet d'annoncer 150%, puis 24 heures après finalement de les geler pendant 90 jours et finalement d'aboutir après une énième escarmouche à un accord. Alors il faut voir après si ça dure avec la Chine, mais à un accord. Donc on voit qu'à chaque fois il est dans une relation, on va dire, bilatérale où il force, où il essaie de tester un peu les limites aussi du chef d'État et du pays d'en face pour arriver à un accord. Alors ça fonctionne des fois par exemple avec la Grande-Bretagne, ça peut peut-être arriver avec l'Europe sur les droits de douane, mais par exemple sur l'Ukraine, aujourd'hui, il n'a pas trouvé la manière de forcer Poutine à une quelconque paix. On voit bien que de toute façon, chacun des deux États, par exemple sur l'Ukraine, a sa propre stratégie. La Russie, de toute façon, veut avancer sur le terrain militaire avant un quelconque accord de paix, et de même que l'Ukraine aujourd'hui ne peut pas signer l'accord tel qu'il est dans les faits, puisque ça serait une reddition totale, et ça veut dire qu'ils auraient perdu 3 ans et des centaines de milliers de vies pour rien. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est de quelle manière il s'y prend. Et là, le plus dangereux, finalement, et ça c'est Christophe, je pense qu'il va l'écrire demain, mais c'est sur la manière dont il a commencé, c'est-à-dire il a dit une capitulation sans condition de la part des Iraniens. À partir du moment où il fait cette déclaration, est-ce qu'il est capable de se dire, bon, j'ai fait cette déclaration, tant pis, et on essaye d'avoir un accord, ou est-ce qu'il est coincé et du coup peut pas être en dessous de ça? C'est-à-dire que soit il arrive en effet à ce que les Iraniens acceptent toutes les conditions. C'est quand même aujourd'hui, après une semaine de guerre, je suis pas sûr que Téhéran accepte, mais ça veut dire que, ou alors, c'est-à-dire qu'il est coincé, qu'en effet, il décide d'intervenir puisqu'il estime que c'est opportun pour lui et son commerce. Tu parlais du rôle de Poutine. Bertrand Badi, justement, je voulais vous poser cette question. Quelle est la place de la Russie? Quelle est la place de Poutine? Son rôle a été évoqué en tant que négociateur potentiel, voilà. Où on en est, vers quoi on se dirige, sachant que l'Iran est un allié historique de la Russie. Donc, qu'est-ce que ça va amener comme rôle à Poutine, si on peut essayer de voir ça? Alors, avant de répondre à cette question qui effectivement est très importante, je voudrais juste faire écho à ce que Vadim vient de dire, c'est-à-dire la paix transactionnelle, c'est quelque chose qui ne marche pratiquement plus jamais. Autrefois, c'était le lot commun. On se faisait une guerre et puis il y avait un vainqueur, un vaincu, et le vainqueur négociait en position de force les conditions d'une paix définitive. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et vous évoquiez l'accord sur les terres rares concernant l'Ukraine, mais plus personne n'en parle de cet accord. Il n'a absolument aucune valeur. D'abord, tant qu'il y aura la guerre, l'accord est absolument irréalisable et c'est purement symbolique pour donner l'illusion de cette capacité négociatrice de Trump qui est en fait asymptotiquement nulle, comme de tout le monde. Regardez tous les accords que l'on a vu signer depuis 1945, l'accord d'Alger sur le Mali, l'accord d'Arusha sur le Rwanda, etc. On parle maintenant d'un nouvel accord sur le Rwanda qui serait signé à Washington à la fin du mois. Tout ça, ça ne tient pas. Ce qui, en revanche, peut être intéressant, pour ne pas désespérer de tout, c'est que un accord sur le nucléaire puisse paradoxalement être facilité par la guerre actuelle.
c'est-à-dire à partir d'une transaction qui, elle, aurait conjoncturellement un sens. Je dis conjoncturellement parce que je ne suis pas sûr que ça durerait. Qui consiste à dire, écoutez, nous, Iraniens, on peut encore faire mal à Israël, il y a quand même eu des morts en Israël, donc on accepte d'arrêter. En échange, montrez-vous compréhensif sur un accord sur le nucléaire iranien qui pourrait être bâclé et qui pourrait être une sortie provisoire de crise. Je dis provisoire parce que dans quelques mois, cet accord, d'une manière ou d'une autre, serait remis en cause. Mais ça peut être quand même un élément transactionnel qui, je dirais, sauve la face de tout le monde. Des Iraniens, des Américains, pas mal de milliers quand même, et qui dispenserait de frappes américaines plus conséquentes. Alors là-dedans, Poutine. Bon, Poutine, c'est très intéressant, bien sûr. Vous dites que Poutine est l'allié de l'Iran. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le vocabulaire bismarckien. Hein, mais on n'est plus à l'époque de Bismarck ni dans son environnement géographique. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Iran et la Russie? On ne le dit pas assez. C'est que avec les sanctions occidentales, toutes les portes vers le monde se sont fermées pour l'Iran et la seule porte qui restait entrebâillée, c'était la Russie. Donc l'Iran a dû effectivement, je dirais, plus pactiser que s'allier à la Russie parce que ça lui donnait un petit bout d'oxygène et une petite ouverture sur le monde. Mais cet accord, il ne réjouit personne en Iran. Les Iraniens nous disent, mais finalement, les Russes ne nous ont pas payé de retour. On leur a demandé des S-400 comme instrument de protection, ils nous les ont refusés. Ils nous baladent sur bien des points et ils nous utilisent dans le conflit ukrainien. Donc, ce n'est pas des relations chaudes. Et d'ailleurs, Poutine leur envoie la politesse en se montrant étonnamment discret et indulgent avec Israël. Si vraiment l'Iran était son allié, Poutine aurait dû menacer Israël. Enfin, on connaît toute la gesticulation qui accompagne le système d'alliance. Mais il n'y a pas la symétrique derrière l'Iran pratiquée par la Russie qui rappellerait la posture des États-Unis derrière Israël. Donc, arrêtons de dire ça. En revanche, je pense que Poutine n'a pas envie d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Parce que ça le priverait de ce partenaire qu'il ne flatte pas beaucoup, qu'il ne gâte pas beaucoup, mais qui l'aide quand même pas mal dans le conflit ukrainien. Et donc, je pense que Poutine va s'arranger, ou en tous les cas faire des prières, puisque c'est sa nouvelle pratique que de prier, pour que cet accord ne soit pas conclu entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, je pense qu'il limiterait les dégâts et gagnerait bien des galons s'il parvenait à jouer un rôle médiateur. Pourquoi? D'abord parce que il dirait, vous voyez, je ne suis pas ce foudre de guerre que vous dites, je suis un avocat de la paix. S'il y a la paix, c'est grâce à moi. Ce n'est pas grâce aux autres, c'est grâce à moi. D'autre part, parce qu'effectivement, ça lui redonnerait la main au Moyen-Orient. Il n'a plus la main au Moyen-Orient. Il a perdu la Syrie, il a perdu l'Irak depuis 2003, il a perdu pratiquement même tout soutien au sein des mouvements palestiniens. Et donc, ce serait une deuxième bonne opération. Troisième bonne opération, ça lui permettrait de concrétiser la connivence dont il rêve avec Trump. Moi, j'ai toujours dit, depuis le 20 janvier dernier, date d'investiture de Trump, que les deux personnages se ressemblaient beaucoup, parce qu'avant que Trump parle de « Make America Great Again », Poutine parlait de « Make Russia Great Again ». C'est-à-dire que ces deux hommes, ils rêvent d'être dans la peau de Nixon et Brezhnev, du temps où ces deux personnages étaient les coprinces du monde et géraient à eux deux toutes les affaires du monde. Donc tout ça, ça va dans le sens de ce que peut espérer Poutine, de ce que peut espérer l'Iran, ce sera une porte de sortie, de ce que peuvent espérer les États-Unis. Le seul
enfin, il y en a un et demi qui serait mécontent. C'est certainement Netanyahou, ça c'est la personne entière, parce que ça risquerait d'inachever le travail d'Israël sur l'Iran. Et la moitié de mécontents, c'est une moitié de puissance que constitue l'Europe. Et assez imprudemment, Emmanuel Macron a dit non, 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 pas question que la Russie se mêle de ses affaires, etc. Je pense que c'était maladroit parce que moi, je trouve que même si le diable peut faire la paix, eh ben, il faut saisir l'occasion, quitte à lui régler son compte après. La situation est beaucoup trop dangereuse pour faire la fine bouche sur la personne qui apportera la paix. Et comme Poutine a intérêt à apporter la paix, il peut faire quelque chose. Est-ce que ses ressources seront suffisantes à cette fin? Ça, je n'en sais rien, mais le jeu est là. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup plus sérieux que Poutine, Trump et compagnie, c'est la Chine. Oui. C'est ça, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, alors j'ai perdu le message, Liolio qui disait, c'est surtout la Chine qui perdrait, elle prend 30% du pétrole iranien. Vous pouvez rebondir là-dessus, Vadim? Ah oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Allez-y, je vous en prie. Notre ami a tout à fait raison de dire que sur le plan économique, ce qui serait, on n'en a pas parlé, mais une éventualité, le blocage du détroit d'Ormuz pénaliserait d'abord et avant tout la Chine. La Chine est ultra dépendante, non seulement de l'Iran, mais du Grand Moyen-Orient pour son ravitaillement énergétique. Et la Chine, ce n'est pas la Russie. C'est-à-dire qu'elle a un besoin énergétique qui est absolument considérable. Donc la Chine a un regard très inquiet. Il y a plein de messages qui partent de Pékin qui traduisent cette inquiétude. Mais en même temps, la Chine a beaucoup plus de ressources de pression sur les différents protagonistes, peut-être pas tant sur Israël, ça c'est certain. Sur Israël, il n'y a que les États-Unis qui ont les moyens de pression, mais sur beaucoup d'autres, sur l'Iran, sur la Russie, même d'un certain point de vue sur les États-Unis, voire sur la péninsule arabique. Et donc la Chine peut réaliser ce que j'appelle moi une pression systémique, c'est-à-dire pas une intervention militaire, mais la conjonction de tout un tas de ressources politiques, diplomatiques, économiques, pour tenter de peser sur le cours des événements. Et vous savez, la Chine, c'est le seul pays au monde qui ait vraiment compris la diplomatie de la mondialisation. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut sauver les meubles, en ce moment, c'est la Chine. Mais si la Chine sauve les meubles, elle prendra pas mal de ces meubles pour garnir son propre appartement. L'harmonie n'est jamais philanthropique. Il nous reste 10 minutes et il y a pas mal de sujets dont on souhaite parler, mais on va les choisir. Je voudrais rebondir par rapport sur la Russie. Il y a 2-3 choses qu'on n'a pas évoquées. Un, c'est qu'en effet, il continue à parler à un certain nombre d'acteurs. Alors, Bertrand Badi l'a dit sur l'Iran, bien sûr, même si ce n'est pas son allié, ils ont des relations en effet importantes de manière diplomatique, économique, mais avec Israël aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des relations quand même qui sont importantes entre les deux pays. Il y a une grande communauté russe qui vit sur place. Voilà, il y a des relations entre les deux hommes, en plus entre Netanyahou et Poutine, qui sont relativement correctes. Et troisième chose, sur la dépendance, par exemple, de la Chine vis-à-vis d'Iran pour son pétrole, la Russie se frotte les mains quelque part, puisque ça veut dire que la Chine va être dépendante encore davantage des sources énergétiques russes, puisque l'un des partenaires aujourd'hui principaux de la Russie, c'est la Chine, dans cette période de sanctions, de manière économique et énergétique, puisque la Russie assure en tout cas de ce côté-là tout un volet vis-à-vis de la Chine. Donc on voit que finalement ce conflit, au début, même moi j'étais sourcilieux et je me disais finalement la Russie peut être perdante, mais mine de rien sur un certain nombre d'autres volets, elle en ressort finalement gagnante sur l'aspect diplomatique. Si Poutine arrive à faire ce coup-là
ça serait quand même assez important. Et sur le côté économique, finalement, par exemple, l'augmentée du prix du pétrole, forcément, la Russie en profite de manière économique, alors que ces derniers mois, elle était quand même marquée par une forte inflation sur une chute du pétrole et qui forcément avait un impact sur la guerre qu'elle menait en Ukraine, sur son budget militaire. Donc on voit que sur pas mal de ces indices-là, mine de rien, la Russie s'en sort finalement pas trop mal. Je te propose, Vadim, une fois qu'on a fini avec Bertrand à 9h55, on reste 10 minutes en plus pour prendre une ou deux questions du chat, parce qu'il y a pas mal de trucs. Je suis désolé, le chat, j'ai dû avancer un peu vite parce qu'on n'avait pas Bertrand pour très longtemps, il est hyper demandé. Bertrand Badi, je voulais vous poser la question sur le concept de guerre préventive. Qui est largement avancé en ce moment par Israël. Donc c'est une stratégie qui justifie d'attaquer pour se défendre éventuellement d'autres attaques à venir. Est-ce que dans le cas du conflit actuel qu'a lancé Israël, c'est justifié? Est-ce que ce concept est parfois justifiable ou est parfois justifié? Alors, il y a deux questions. Il y a la question de la légitimité et la question de la légalité. Alors, la question de la légalité implique une réponse claire. Il n'y a pas de guerre préventive légale. Le droit international interdit la guerre préventive. Le droit international laisse la porte ouverte à la défense, au droit de légitime défense. Mais le droit de légitime défense, il est très précis. Il prévoit notamment qu'il n'y a légitime défense que lorsqu'il y a une agression concrètement perceptible et impliquant une réponse proportionnée. Or, là, outre le fait que la plupart des observateurs s'accordent qu'on n'était pas dans un danger imminent de dotation et d'opérationnalisation de la bombe nucléaire par l'Iran, il n'y a pas eu d'attaque directe de l'Iran qui justifierait sur le plan du droit une riposte de la part d'Israël. Sur le plan de la légitimité, là, le débat est beaucoup plus large puisqu'il ne répond pas seulement en droit, mais en cohérence et en valeur. C'est une façon de dire, peu importe le droit, au nom de mes valeurs et au nom de l'opportunité, c'est ce que j'appelle le principe de cohérence, je devais recourir à la guerre préventive. Par parenthèse, c'est ce que disait M. Bush pour attaquer l'Irak en 2003. Ça ne tient pas non plus. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'une attaque de ce genre ne peut pas mettre fin au programme nucléaire iranien. Donc, il n'y a pas de cohérence à partir du moment où l'instrument utilisé est un instrument qui se révèle sans effet. D'autant qu'on l'a suffisamment dit, on s'aperçoit bien que dans cette attaque, le démantèlement du nucléaire n'est pas l'objectif principal. Et à partir du moment où on mêle changement de régime et démantèlement du nucléaire, on voit que la guerre préventive a déjà une autre signification. Deuxième élément, on a un peu trop tendance à oublier que ceux qui payent la note, ce sont des populations civiles. Et est-ce que véritablement on peut tenir pour vertueuse une guerre qui n'est pas légale, dont les objectifs affichés sont peu clairs et en tous les cas peu convaincants quant à la possibilité de les atteindre, mais qui, en revanche, non seulement crée de la souffrance à travers les bombardements sur les populations civiles, mais risque d'ouvrir à un cycle incontrôlable de violence. C'est une façon de dire que la légitimité d'une action est aussi dépendante de la capacité d'en maîtriser les conséquences. Est-ce qu'il est légitime de lancer une agression dont on ne sait pas comment elle peut se terminer et si elle peut se terminer? Donc là, il n'y a pas de problème et c'est, à mon avis, toute la nature explosive des premières déclarations de soutien inconditionnel à Israël
qui ont été faites le 13 juin et qui ont conforté le gouvernement Netanyahou dans le fait qu'on le laisserait faire. Eh ben, je vais vous poser une dernière question, Bertrand Badi, comme ça après vous pourrez filer, et c'est justement par rapport à ce que vous venez de dire sur la suite. Je le rappelle, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'art de la paix. Est-ce que vous voyez un horizon qui tendrait vers ça, qui tendrait vers la paix, là, avec ce conflit qui débute, ou tout simplement... bon, je vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais où est-ce qu'on va et quelle sortie vous voyez, vous, avec ce conflit Israël-Iran? Oui, vous avez raison de parler de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal, j'ai juste un gobelet de plastique. Donc, je pense pas que ça nous mènera très très loin. Mais si on me fait l'honneur, le plaisir de lire mon livre que vous avez l'amitié de citer, L'art de la paix, vous savez, la paix, c'est beaucoup plus évident qu'on ne le dit généralement. Nous, dans notre histoire occidentale, on s'est fourvoyé en voulant absolument définir la paix comme étant la non-guerre. Non, la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que la non-guerre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et de ne pas confondre, pour cette raison, paix et cessez-le-feu. La paix, il y a un grand homme qui a vécu il y a bien longtemps, qui en a donné la définition et qu'on a oublié depuis. Aristote disait la paix, c'est la coexistence. C'est la coexistence entre individus ou entre cités, c'est le nom qu'on donnait à l'époque aux États, différents. Eh bien, il n'y a pas d'autre voie que la voie de la coexistence. Et la voie de la coexistence, dans cette région du monde, ça implique quoi? Ça implique deux choses. Ça implique très prosaïquement la solution à deux États, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien souverain à côté d'un État israélien également souverain, eh bien, il n'y aura pas de paix. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout le monde le sait au profond de soi-même. Et les conditions techniques et institutionnelles d'institutionnaliser la coexistence de deux États ne sont pas aussi difficiles à réaliser que le disent ceux qui n'en veulent pas. Parce que c'est le contraire qui est difficile à réaliser. C'est-à-dire, il n'y aura jamais de paix tant qu'il n'y aura pas des droits égaux de part et d'autre. Hein. Et ça veut dire une deuxième chose qui est déjà plus complexe au niveau de la région. C'est-à-dire, cette région reste à construire. Elle ne l'a jamais été réellement. Elle ne l'a jamais été, c'est-à-dire que du fait de la colonisation, du fait de l'hégémonie des grandes puissances du Nord, du fait de quantité de tourments sur lesquels je ne peux pas revenir, on n'en a pas le temps, cet espace qu'on appelle le Grand Moyen-Orient ne s'est jamais construit. Et ce qui m'inquiète le plus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est en train de se cliver en fonction de paramètres qui lui sont extérieurs. C'est la revanche de l'effondrement hégémonique. C'est-à-dire que on construit Israël en Occident comme étant la pointe avancée de la civilisation occidentale face à cette barbarie prétendue telle que représenterait ce monde musulman composite. Du coup, l'absence de coexistence, c'est ce refus méthodique, systématique, je dirais presque fanatique, de construire une coexistence entre le monde occidental et toute son historicité et ce monde musulman qui quand même accumule des ressources économiques, démographiques, culturelles, financières même pour certains, et avec lequel on n'a jamais cherché véritablement l'équation de la coexistence. Vous savez, il n'y a pas de paix sans respect de l'autre. Si on considère que le monde musulman,
c'est des barbares, des terroristes, des fanatiques, des gens qui mécaniquement glissent vers le frérisme, le salafisme, l'islamo-gauchisme, le wokisme ou je ne sais quelle chose de ce genre dont les adeptes ne savent même pas fournir la définition. Hein, et c'est ça qui est terrible. Mais simplement, ce sont des formules d'exclusion. Ce sont des formules destinées à construire une aversion durable et à construire, au-delà de l'opposition du clivage Est-Ouest d'hier, le clivage Occident-monde musulman d'aujourd'hui. Et ça, il faut le chasser. Il faut le chasser à partir d'un calcul humaniste. Et ce calcul humaniste, croyez-moi, je m'en porte garant à ma toute petite échelle. C'est que quand vous allez dans les pays musulmans, vous trouvez des humains qui ressemblent exactement aux humains que vous trouvez en Occident. Et tant qu'on ne se met pas ça dans le crâne, tant qu'on ne marginalise pas, de part et d'autre d'ailleurs, cette obsession identitaire, eh bien, on va mécaniquement, non seulement vers la confrontation, mais vers la valorisation de la confrontation. Ce réflexe qui a consisté à dire « Ah oui, attaquer l'Iran, c'était bien parce que c'est un danger pour nous », est témoin de cette identitarisation tragique et dangereuse d'une opposition entre deux mondes que la mondialisation rend nécessairement complémentaires. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. De même qu'on ne peut pas vivre en France sans les Algériens et en Algérie sans les Français, on ne peut pas vivre en Occident sans le monde musulman et dans le monde musulman sans l'Occident. Mais je vous pose la question à tous, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le leader? Quel est le responsable politique qui a avancé un projet sérieux pour construire cet univers de coexistence? On entend pêle-mêle le mépris, la stigmatisation, la peur, la crainte, la méfiance, le doute, le soupçon. On n'entend jamais parler de confiance et de complémentarité. Alors, tant qu'on ne mettra pas ce nouveau disque, eh ben, on va avoir des problèmes de cette nature. Et là, il faudra un jour passer par une vraie conférence entre, je dirais, l'Occident et ce grand monde musulman. Quand je dis grand, c'est pour définir son expansion, hein, c'est-à-dire en gros qui va du mont Pamir jusqu'à la côte marocaine de l'Atlantique. Et quand je dis le mont Pamir, il faut aussi aller même jusqu'à l'insule Inde, n'est-ce pas? Eh bien, ça, on peut le faire. On peut le faire. De même qu'on a fait un Helsinki 1 et que j'espère que pour le sort tragique de l'Europe, on va faire un Helsinki 2, de même, on peut faire ce qui serait demain un Helsinki 3, c'est-à-dire un Helsinki, je dirais, aux dimensions de ce grand sud-est avec lequel on n'a jamais su stabiliser nos relations. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Bertrand Badi, vous avez en plus débordé, donc c'est vraiment aimable à vous d'être resté un peu plus longtemps avec nous. Et ben, écoutez, de toute manière, il y aura un suivi évidemment de cette actualité avec toi, Vadim, mais pourquoi pas avec vous, Bertrand, dans quelques semaines. Il faut voir comment ça évolue. En tout cas, c'était avec plaisir. Et je vous libère. Et Vadim, on reste encore 5 minutes ensemble. Merci beaucoup, Bertrand Badi. Bonne journée à vous. Et à très bientôt. Merci pour vous aussi et pour ceux qui nous ont suivis avec mes amitiés. Merci.